Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, a prononcé un discours axé sur le dilemme climatique à la COP25 à Madrid. Et concernant Page Santé, les scientifiques ont révélé un lien entre les fast-foods et les maladies mentales. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Djibouti, une fois de plus, dessine ses ambitions et faisant valoir l'exceptionnel essor économique du pays, le président de la République a procédé hier à la mise en service officielle de l'usine de fabrication de bromure de sodium au lac Assal. La mise en service de cette usine de bromure de sodium intervient 16 mois après la pose de la première pierre dédiée à sa construction. Si son financement a nécessité un investissement préalable de 80 millions de dollars, elle génère d'emblée une recette de 800 000 dollars pour l'État et produit jusqu'alors 22 000 tonnes de bromure de sodium et entend passer dans un proche avenir à une capacité de production estimée à environ 52 000 tonnes. À travers sa vocation à contribuer à la création d'emplois, cette usine s'inscrit dans la politique de grands travaux et également destinée à redynamiser le développement des territoires donc djiboutiens. En d'autres termes, c'est le développement des diverses facettes du site du lac Assal, principalement dans le domaine minier, chimique, énergétique, touristique, commercial et logistique. Outre l'inauguration officielle de cette usine de fabrication de bromure de sodium, le chef de l'État a procédé donc également au lancement de la deuxième phase de ce projet. Cette seconde étape du projet intégrera entre autres un processus d'extension de l'usine qui dédiera un volet important de ses activités, toujours à partir du sel du lac Assal à la fabrication d'autres composantes chimiques également très prisées telles que la soude caustique ou encore le chlore. C'est en cela que l'État projette d'ailleurs de mettre rapidement sur pied dans cette localité du lac Assal une zone économique spéciale dédiée à l'industrie donc chimique. Sans doute qu'avec la réalisation définitive d'un pôle industriel, la localité du lac Assal, qui faisait déjà office de fleuron de notre industrie touristique et énergétique, est promise à un bel avenir économique et social. Également dans l'actualité, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP25 s'est déroulée à Madrid, en Espagne, du 2 au 13 décembre, sous la présidence du gouvernement du Chili. La République de Djibouti était représentée par son ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa. L'objectif de la conférence est de passer aux étapes suivantes du processus ONU Changement climatique qui sont cruciales. L'un des objectifs clés définis après l'adoption des directives de mise en œuvre de l'accord de Paris, conclu l'an dernier lors de la COP24 en Pologne, et d'accomplir plusieurs tâches pour la réalisation intégrale de l'accord de Paris sur le changement climatique. Le ministre de l'Environnement a prononcé un important discours lors de la clôture des travaux de cette COP25. On l'écoute.
a connu plusieurs phénomènes climatiques extrêmes dévastateurs. Ainsi, les îles Bahamas ont été dévastées par l'ouragan Dorian. De même, le Mozambique a beaucoup souffert des inondations catastrophiques. Pas plus tard que la semaine dernière, la région de la Corne d'Afrique a été victime d'importantes inondations. Après des années de sécheresse, Djibouti a subi des inondations dues à des pluies torrentielles. Notre capitale est sous l'eau. La République de Djibouti a reçu, en l'espace de 3 jours, l'équivalent de 2 années de pluie. Ces intempéries ont impacté les infrastructures du pays et les populations. Dans certains quartiers, les habitants ont tout perdu. Le meuble, les vêtements, les nourritures, les électroménagers. Il a fallu reloger des milliers de personnes. En plus des dégâts matériels, nous déplorons une dizaine de morts. Ces phénomènes climatiques ne sont pas vraiment de surprise. En effet, les différents rapports produits en 2018 et 2019 par le groupe GIEC ont tiré la sonnette d'alarme pour nous avertir des conséquences dramatiques découlant de l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre. Ces dernières doivent être réduites de moitié à l'horizon 2030 pour avoir la chance de contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. L'année 2018 a battu tous les records en matière de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la tendance n'est pas prête de s'inverser, malgré les engagements pris lors de l'adoption de l'accord de Paris. De même, l'année 2018 a été la 4e année la plus chaude jamais enregistrée. Toujours en nouvelle nationale, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Daoualé, a reçu le président de la région Oromo d'Éthiopie, Tchimelis Abdissa, en séjour de travail à Djibouti. Le déplacement du président de la région Oromo a trait à une mission de prospection et d'études sur l'identification de collaboration en termes de relations. En effet, l'Éthiopie est le 3e partenaire commercial de Djibouti et son premier client en termes de trafic vers les ports djiboutiens. L'Éthiopie est aussi notre premier partenaire économique dans la région pour Djibouti en volume, avec une valeur de plus de 10 millions de dollars américains, et cette région Oromo, donc dotée d'un fort potentiel économique. Au cours de ce déplacement à Djibouti, Tchimelis Abdissa est également accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires de sa région. Il s'agit là d'une volonté manifeste du secteur privé de cette région éthiopienne qui souhaite investir dans plusieurs secteurs à Djibouti, notamment le tourisme, l'import-export ou encore la création d'unités industrielles. Durant cette rencontre qui a vu donc la participation de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Abdelaziz Mohamed Ibrahim, également de plusieurs hommes d'affaires djiboutiens et éthiopiens. Le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, Mahmoud Roblé Dabbar, participe depuis le 9 décembre dernier aux travaux de la 16e Assemblée générale de l'Union africaine des chemins de fer et de la 95e Assemblée générale de l'Union internationale des chemins de fer à Paris, en France. C'est un devoir citoyen de porter un message de son pays au sein des instances mondiales pour une cause légitime, a indiqué le directeur général. La 95e Assemblée générale de l'Organisation ferroviaire mondiale a apporté son soutien à la candidature de Djibouti au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022, depuis que notre pays a lancé sa campagne officielle pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies le 5 décembre dernier. L'UIC devient la première organisation mondiale à soutenir la candidature de Djibouti. Une lettre officielle sera adressée au chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, dans les jours à venir par le directeur général de l'UIC, François Daven. Rappelant enfin que la Société djiboutienne des chemins de fer est membre associé de l'Organisation ferroviaire mondiale depuis 2018 et que son directeur général a activement plaidé pour le soutien de cette dernière à la candidature de notre pays. Également dans l'actualité, ce communiqué qui nous parvient de l'ambassade de Djibouti au Caire et qui dit que durant sa visite officielle au Caire pour prendre part à la 7e session de la rencontre arabe des personnes aux besoins spéciaux, dont le titre est Demain sera meilleur, tenu durant la période du 8 au 11 décembre dernier, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd Mahamoud a eu donc le 12 décembre hier un entretien avec Dr Nasser Al-Hatlan,
Khan, directeur général de l'Organisation arabe du développement administratif, avec qui il a abordé les voies et moyens d'une éventuelle coopération entre l'agence djiboutienne et l'Organisation arabe du développement administratif. D'autre part, le directeur général de l'ANPH a rencontré au sein de notre ambassade au Caire des membres de la communauté djiboutienne résidant en Égypte et nos étudiants qui poursuivent leurs études au Caire. Dans le cadre des activités de sensibilisation de proximité, le ministère de la Santé a organisé des soirées d'information sur la promotion de la pulvérisation intradomiciliaire dans les quartiers d'Enguela et de Quartier 5. Les habitants de ces deux quartiers ont pu poursuivre des sketchs et des présentations axé sur la promotion des activités préventives contre la prolifération des moustiques vecteurs du paludisme. En effet, ces contacts de proximité ont permis aux responsables du département de la santé d'informer, de sensibiliser les habitants aux bienfaits de cette nouvelle stratégie de lutte antivectorielle menée par le ministère de la Santé à travers la pulvérisation intradomiciliaire. De nombreux cadres ont ainsi pris la parole, comme la directrice du département des maladies prioritaires, Mounira Ali, du conseiller technique en santé publique du ministre de la Santé, Hassan Moussa, et du directeur de l'INSPD, l'Institut national de santé publique, Nouh Saïd. Les intervenants ont également mis l'accent sur la prévention, notamment avec l'utilisation des moustiquaires imprégnés, mais aussi la promotion de bonnes pratiques d'hygiène du point de vue alimentaire, comportemental ou encore environnemental. Fait divers à présent, un incendie a ravagé 8 maisons au quartier 7 bis dans le secteur de Carton, plus précisément dans les rues 15 et rue 16. Le feu s'est propagé rapidement vers les habitations environnantes. La population du quartier et la protection civile se sont mobilisés sur place pour apporter donc les premiers secours aux sinistrés. Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour maîtriser l'incendie. Fort heureusement, on ne déplore aucune victime à l'heure actuelle, mais une dizaine d'habitations ont été ravagées. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue, mais une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes. Outre la protection civile, les éléments de la police nationale ont sécurisé le secteur de l'incendie au quartier 7 bis. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien lancée par le ministère de la Femme et de la Famille, les activités se poursuivent dans les régions de l'intérieur. Une délégation conduite par le conseiller technique de la ministre, Omar Abdelkader, accompagnée d'un représentant de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, et de la représentante de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, s'est rendue donc à Tadjoura. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par Abdelkader Omar, vice-président du conseil régional, et Mme Khadiga Mohamed Ibrahim, représentant du ministère de la Femme et de la Famille pour la région de Tadjoura. Par la suite, la délégation a rendu une visite de courtoisie au préfet et au président du conseil régional. La première mission de la délégation est d'appuyer les jeunes parlementaires de la région à lancer la campagne de sensibilisation en milieu scolaire contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. La seconde mission de cette équipe étant de vulgariser auprès des associations et autres acteurs de la communauté les textes juridiques sur la protection des femmes et des enfants que notre pays a adoptés et ratifiés au cours des dernières années. Aujourd'hui, on est là pour célébrer la semaine des enfants, des droits de l'enfant. Et là, on est avec le ministère de la Femme et de la Famille. Aujourd'hui, on s'est réunis et on a formé un atelier pour parler sur le mariage, la violence qu'on fait à une femme et aux enfants, au mariage précoce et à l'MGF, la mutation génétiquement féminine. On s'est débattu sur ces trois thèmes et avec la présence de tout le monde et toutes les personnes importantes de la République du Djibouti, on a décidé qu'on devrait faire des efforts pour arrêter et stopper ce qui se passe et c'est ce que les femmes subissent dans la société.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont suivi une piste leur permettant de démanteler un réseau de contrebande de cigarettes. Ainsi, le 10 décembre dernier, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont lancé une opération dans les faubourgs de Balbala, notamment à Hayablé. Au cours de cette opération, les gendarmes ont intercepté un véhicule de type pick-up correspondant au signalement. Une fouille minutieuse effectuée dans ce véhicule a permis la découverte de 2 cartons de cigarettes de contrebande de marque Benson. Les gendarmes ont également interpellé 4 individus avec le chauffeur donc impliqués dans cette affaire de trafic de contrebande de cigarettes. Ces derniers ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Le haut commandement de la gendarmerie nationale informe la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce type de trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les partisans du président gambien en exil espèrent son retour. 3 ans après son éviction du pouvoir, les partisans de l'ancien président gambien Yahya Jammeh le tiennent toujours en haute estime et continuent de rêver de son éventuel retour. Jammeh a quitté le pays en janvier 2017 en acceptant une offre de vivre en Guinée équatoriale après avoir perdu les élections de 2016. Il a concédé sa défaite lors des sondages de décembre 2016 avant de tenter de renverser les résultats en invoquant des irrégularités. Il est régulièrement question de son retour dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où il est tenu de répondre aux accusations de corruption et de violation des droits de l'homme. Alors que les preuves contre son régime continuent de s'accumuler, si Yahya Jammeh décidait un jour de retourner en Gambie, il risquerait très certainement d'être poursuivi. En France, la grève continue après les annonces d'Édouard Philippe au lendemain de la présentation du projet de réforme des retraites qui a suscité l'ire du dirigeant de la CFDT, Laurent Berger. Le Premier ministre français a souhaité hier reprendre rapidement le dialogue avec les partenaires sociaux, tandis que la grève semblait partie pour durer dans les transports publics. Fin des régimes spéciaux, âge d'équilibre à 64 ans, entrée dans le système à points à partir de la génération née en 1975. M. Philippe avait détaillé mercredi le contenu du futur système universel de retraite par points, assurant que tout le monde serait gagnant. Plusieurs milliers de personnes ont aussi défilé dans le calme à Paris, à la lumière des fumigènes roses des cheminots. Dans le transport en commun, le trafic restait très perturbé et peu de changements étaient attendus aujourd'hui, avec notamment un TGV et un Transilien sur 4 et 8 lignes de métro fermées à Paris. Direction le Royaume-Uni où Boris Johnson est bien le grand champion du Brexit. Le Premier ministre sort largement vainqueur des élections législatives qui viennent de se tenir au Royaume-Uni. Selon les résultats officiels, son parti conservateur a nettement franchi le seuil nécessaire des 326 sièges sur les 650 qui étaient renouvelables à la Chambre des communes. Le décompte effectué après dépouillement dans l'ensemble des circonscriptions attribue aux Tories 365 députés. Le dirigeant britannique est désormais le seul maître à bord pour mettre plein cap sur le Brexit. Un tel score va permettre à Boris Johnson de remettre sur le rail le Brexit afin d'arriver au terminus, la sortie des Britanniques de l'Union européenne le 31 janvier prochain. Cela mettra également fin à un lent et douloureux divorce qui dure depuis 3 ans, c'est-à-dire le référendum de 2016. 52% des électeurs avaient alors voté en faveur du Brexit. Il faut dire que les relations avec le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne n'ont jamais vraiment été au beau fixe depuis maintenant 47 ans. Remerciant ses électeurs, Boris Johnson s'est également adressé aux partisans du maintien dans l'Union européenne et a appelé tout le pays à tourner la page et panser les blessures créées par le Brexit, voté par 52% des Britanniques en 2016 et qui a profondément divisé le pays depuis. C'était dans les titres. Des scientifiques révèlent un lien entre fast-food et maladies mentales. Des scientifiques américains de l'université de Loma Linda ont établi un lien entre la malbouffe et les maladies mentales, apprend-on des résultats d'une étude publiée dans la revue internationale Journal of Food, Science and Nutrition. Ainsi, leurs études ont démontré que les personnes qui consommaient souvent de la malbouffe étaient plus souvent inclines aux troubles mentaux. Au total, les chercheurs ont examiné les données de plus de 240
enquête téléphonique réalisée entre 2005 et 2015 dans le cadre de l'enquête pluriannuelle. Cependant, les scientifiques ont souligné qu'il fallait organiser d'autres études pour répondre de manière définitive à la question sur les liens entre l'alimentation et la santé mentale. Et enfin, encore 2 corps à récupérer sur l'îlot volcanique de White Island. Il ne reste plus que 2 corps à récupérer. L'armée néo-zélandaise irait dès ce que donc sera possible, elle cherche encore à les localiser. Hier, des démineurs ont pu retrouver et ramener à bord d'une frégate les corps de 6 personnes malgré le risque élevé d'une nouvelle éruption du volcan, que le cratère se remette donc à cracher des roches et des cendres. Les 6 corps, une fois identifiés, seront remis aux familles qui attendaient la fin de cette opération de récupération à Wakatan, sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Le bilan de l'éruption qui a surpris un groupe de 47 touristes et guides lundi est de 16 morts, mais il est toujours provisoire. Plus d'une douzaine de personnes sont hospitalisées dans un état grave. Elles souffrent de brûlures et de blessures internes notamment. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent week-end sur Télé Djibouti.